Guyane, actualité. Monsieur le préfet, madame la sénatrice, messieurs les députés, monsieur le président de l'association des maires, monsieur le recteur d'académie, mesdames et messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le président de l'université de Guyane, mesdames et messieurs les maires ici présents, mon écran est trop sensible. Mesdames et messieurs les directeurs d'administration déconcentrée de l'État, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs qui avez bien voulu participer à ces assises de la sécurité. Lorsque j'ai été porté à la tête de la collectivité territoriale de Guyane par le vote des électeurs de ce territoire, je n'ignorais pas que la tâche serait ardue. Il s'agit de relever les défis d'un territoire en pleine mutation et je vous prie de croire, mesdames et messieurs, chers compatriotes, que je m'y emploie jour et nuit. Le travail qui a été accompli en quelques mois par les élus qui m'accompagnent, chacun dans sa délégation, est immense et nous mesurons chaque jour l'ampleur de ce qui n'a pas encore été fait et que nous devons réaliser maintenant et tout de suite si on veut satisfaire les exigences de tous les acteurs et de toutes les catégories socio-professionnelles. Il est cependant un domaine qui préempte tous les autres et sans lequel notre volonté d'agir, notre mobilisation et nos efforts demeureront lettre morte. La sécurité, mesdames et messieurs, est la condition sine qua non de la réussite de notre projet politique commun et c'est aussi la pierre angulaire du pacte qui lie entre elles les différentes personnes morales de droit public qui interagissent sur le territoire. L'État, la collectivité majeure et le bloc communal qui regroupe les municipalités et les EPCI. Le déficit de sécurité qui affecte notre territoire constitue une menace à un triple niveau. Au-delà des atteintes intolérables aux biens et aux personnes, au-delà des chocs quasi quotidiens ressentis par les consciences de chacun de nos concitoyens, nous parlons aujourd'hui d'une menace contre notre équilibre économique, nous parlons d'une menace contre la stabilité, nous parlons d'une menace contre notre cohésion, contre la cohésion sociale. Le quotidien, tout d'abord, que je voudrais évoquer, puisque je ne céderai pas à l'envie de citer tous ces hommes et ces femmes qui sont tombés au cours de ces derniers mois en Guyane, victimes de ceux qu'il faut bien appeler parfois des exécutions sommaires. Le 10 août 2022, un de nos compatriotes est mort à la cotonnière à Matoury, abattu devant son commerce. Le 29 août 2022, un commerçant d'origine chinoise a été tué à Rémire, lui aussi dans son magasin. Le 30 août, un autre homme est mortellement touché rue du Docteur Quintruy au village chinois. Je ne pourrais pas citer tous les cas, je préfère m'arrêter là. Voilà une bien triste énumération qui me rappelle de façon sinistre celle que nous faisions déjà dans les années 2016 et 2017. Je pense notamment à Maurice Chentegno, abattu à son domicile le 16 juillet 2016. Je pense à M. Patrice Clette, tué le 8 novembre 2016. Je pense à Hervé Tambour, dont le décès le 11 février 2017 a marqué, il y a 5 ans, le début d'un cycle de manifestations que nul n'aura pu oublier. Selon une analyse du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, cité par le quotidien Ouest France, le taux d'homicide en Guyane entre 2016 et 2021 est de 11,2 pour 100 000 habitants contre 1,2 en moyenne nationale, c'est-à-dire en Guyane, on a connu un taux 10 fois plus élevé. Ces chiffres, mesdames et messieurs, traduisent toute l'ampleur du problème et placent d'emblée le débat sur le terrain des libertés publiques, car enfin, à ce niveau de crime, quelles que soient les explications qui seront données, quel que soit le contexte qui sera invoqué, ce qui se joue, c'est la liberté d'aller et de venir en toute sécurité pour celles et ceux qui ne font pas partie des bandes, des gangs ou alors des réseaux mafieux. Le problème, en effet, est que le sentiment d'insécurité ressenti de notre population ne se nourrit pas seulement des informations qui sont traduites dans les statistiques et qui peuvent être relayées par les médias. Il se nourrit surtout, je dis bien, il se nourrit surtout
de l'accumulation des autres crimes et délits considérés comme moins graves puisqu'il n'y a pas mort d'homme, mais dont la multiplication devient source d'exaspération chez celles et ceux qui en sont les victimes. Nous avons tous dans notre entourage quelqu'un qui a eu de près ou de loin à en souffrir. Les vols, les braquages, les attaques à main armée font partie malheureusement du quotidien d'une population qui a le sentiment d'être harcelée et qui n'en peut plus. Ce sentiment d'insécurité se renforce et continue de prospérer lorsque on rajoute à ces faits divers les simples incivilités entre altercations, bris de clôture, jets de pierre, injures, dégradations dans l'espace public. Comment ne pas avoir le sentiment d'une réelle dégradation des conditions de vie, tout simplement, alors même que l'État semble de plus en plus éprouver des difficultés à assumer ses missions ici comme partout ailleurs? Comment ne pas dénoncer le cycle infernal qui veut que l'accumulation des actes répréhensibles crée les conditions de sa propre perpétuation, tant il est vrai, et je reviendrai, que le sentiment d'impunité engendre l'installation d'un climat criminogène. Or, mesdames et messieurs, ceci est mon second point, le sentiment d'insécurité qui est ressenti et qui est bien réel, au moins dans certains secteurs, n'est rien de moins qu'un frein au développement économique de notre territoire. Et par conséquent, il est à la source d'un autre phénomène de cercle vicieux, car nul n'ignore que l'absence d'activité économique et donc le sous-emploi génère de façon mécanique la frustration, la jalousie et la colère, sans oublier les conséquences en termes d'image et donc d'attractivité de notre territoire. Oui, on a envie de le répéter, la Guyane est une terre bénie, riche de multiples potentiels. Oui, elle se voit offrir par l'effet de sa démographie, par l'effet de son positionnement géographique et de ses ressources naturelles, des perspectives immenses en termes de croissance. Mais comment ne pas voir que ces atouts se retournent contre nous si l'abondance de terres disponibles engendre la spoliation par des occupants centriques, si les vols, les agressions et les incivilités découragent les entrepreneurs et si les investisseurs sont rebutés par quelques faits divers plus ou moins crapuleux qui viennent brouiller des années d'efforts en communication commerciale. Le sentiment d'insécurité n'est pas hors sol. Il se nourrit de faits bien réels. Et pour lutter contre ce sentiment d'insécurité, il faut sanctionner ces faits lorsqu'ils sont avérés et agir en matière de prévention en étroite collaboration, en étroite concertation avec les socioprofessionnels qui sont les mieux placés pour agir sur ces leviers essentiels que sont l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Tels seront en tout cas quelques-uns des axes de réflexion qu'il nous faudra développer au cours de ces ateliers, au cours des ateliers qui vont se tenir ce jour. Un mot également, mesdames et messieurs, de nos espaces maritimes. S'il est un lieu en Guyane où règne au quotidien une insécurité manifeste, c'est bien la mer. Les attaques au large contre les rares artisans pêcheurs guyanais qui s'aventurent dans nos propres zones de pêche sont désormais monnaie courante, à tel point que les médias ne relaient plus guère que les cas, hélas trop rares, où une sortie de nos navires de la Marine nationale a conduit à des saisines des produits de cette pêche illégale, avec cette belle ironie pour conséquence aux yeux de Bruxelles qui nous place en suspicion de surexploitation de la ressource, alors même que nous en prélevons tellement peu pour notre propre consommation que le marché intérieur s'efface devant les exportations vers les Antilles et l'Hexagone. Je n'oublie pas non plus, et comment le pourrais-je, les braquages et cambriolages dont sont victimes des agriculteurs, notamment sur la commune d'Irakubo, notamment du côté de Javoué. Il est vrai que bloquer la RN1 n'est pas une solution, certes, mais nous devons tous comprendre que l'exaspération devient rapidement mauvaise conseillère et que l'accumulation des faits divers conduit immanquablement au ras-le-bol. Et c'est d'ailleurs ce qui me conduit à mon troisième point et à la menace que l'insécurité ou le sentiment d'insécurité fait peser sur la cohésion de notre territoire. Face à ce type de menace, les Guyanais ont jusqu'à présent réagi de façon solidaire. À chaque fois,
ils ont su montrer un front uni pour exiger de l'État le respect de ses engagements. À chaque fois, ils se sont mobilisés et votre présence ici aujourd'hui est la preuve de ce que, sur ces questions, les Guyanais de bonne volonté, sans distinction d'âge et de couleur politique, affirment à l'unisson qu'il est souhaitable que les faits divers que j'évoquais en ouverture de mes propos donnent lieu à une réponse aussi musclée et aussi ferme que si on était en France hexagonale. Malgré tout, les signes précurseurs d'une évolution significative sont là, ils sont incontestables. Dans certains quartiers, le sentiment d'impunité que j'évoquais tout à l'heure conduit à une inversion des valeurs. Il est en train de nous conduire vers une société où certains vivraient et s'épanouiraient dans une économie parallèle qui tendrait à devenir une société parallèle. L'effondrement de l'autorité, qu'elle soit parentale, pédagogique ou policière, est un danger mortel. Nous ne devons pas laisser prospérer dans une partie certainement minoritaire de notre jeunesse et de notre population le sentiment de relever de lois qui ne sont pas celles des autres citoyens, car c'est le péril ultime pour notre communauté. Nos efforts prioritaires doivent porter sur ceux qui font ce choix de la marginalité. Mécaniquement, placés en marge d'une société chaque jour de plus en plus mercantile, ceux-là se retrouveront tôt ou tard en opposition frontale avec celles et ceux qui contribuent financièrement au bien-être collectif. En tant qu'homme de gauche, je ne puis me satisfaire d'une telle perspective, mais il y a plus grave encore. Dans un monde où l'information circule librement, où le consumérisme est roi, c'est la mode elle-même qui fait la promotion de certains comportements à risque. C'est elle qui, parfois, érige en modèle certains comportements violents, certains comportements agressifs, certains comportements sexistes ou homophobes, quitte à se placer parfois à la limite de l'apologie du crime. C'est elle qui souvent donne les couleurs les plus séduisantes à l'argent facile et qui crée par voie de conséquence les conditions propices pour que les passeurs de drogue, par exemple, recrutent chaque jour de nouveaux candidats pour le trafic de stupéfiants. Ne nous y trompons pas. Laisser cette dérive s'installer, c'est accepter que s'implantent chez nous, à terme, les structures de crime organisé qui font tant de mal chez certains de nos voisins. Je vais être clair, si j'ai proposé à Monsieur le Préfet de réunir aujourd'hui les assises de la sécurité, c'est parce que nous étions tous inquiets de cette recrudescence de faits divers, mais surtout de leurs conséquences potentielles sur la cohésion sociale de la Guyane. Merci aux représentants de l'État qui a entendu cet appel. Mais nous devons tous bien mesurer à quel point les propositions qui seront faites cet après-midi devront, pour répondre aux attentes de la population, dépasser l'échelle d'une simple réponse dissuasive ou répressive. Oui, il faut une présence renforcée des forces de l'ordre. Il faut un partenariat renouvelé avec les communes. Mais il faut surtout, je dis bien, il faut surtout une prise de conscience collective. Il faut un sursaut que je qualifierais de sursaut national, de sursaut territorial, comme il y en a eu en d'autres temps et en d'autres lieux. Oui, mesdames et messieurs, il faut que nous nous prenions en main. Vous connaissez mes engagements en faveur d'une évolution du cadre statutaire. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais nous devons avoir cet objectif en point de mire. Oui, nous autres Guyanais, nous devons prendre en main notre destin commun. Oui, nous devons effectivement nous mobiliser pour combattre tous ces maux à la racine, en luttant pour donner une meilleure orientation à notre territoire. Ce n'est qu'au prix de cet effort collectif que nous réussirons, comme nous l'espérons tant, à hisser notre pays Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore une fois pour avoir accepté d'être présent et en vous disant, mesdames, messieurs, que j'espère véritablement que la journée d'aujourd'hui ne sera pas un énième rassemblement, que ça ne sera pas, comme certains l'ont dit, un coup d'épée dans l'eau, parce que le simple fait de se rassembler, le simple fait d'être en capacité de se parler, le simple fait d'être en capacité de pouvoir établir à nouveau un état des lieux et de jeter les perspectives
à travers lesquels nous allons pouvoir avancer, pour moi, est un grand pas en avant que nous faisons pour rasséréner les habitants qui vivent sur ce territoire. On ne pourra pas espérer pouvoir construire le pays Guyane sur la base du chaos qui règne depuis quelque temps. Je l'ai dit, l'attractivité du territoire dépendra de notre capacité à être raisonnable, à pouvoir nous entendre à travers les 4 ateliers qui seront tenus aujourd'hui. Et c'est le vœu que je formule, que cet après-midi, nous puissions revenir ici avec des solutions qui, je l'espère, seront entendues et notamment validées par les ministres qui sont présents chez nous. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie également. Je vous souhaite très bons travaux, excellente journée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Afin de continuer ces allocutions, j'annonce en visioconférence l'allocution du sénateur Georges Patient. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, chers collègues parlementaires, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président de l'Association des maires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Mesdames, Messieurs, chers amis. Aujourd'hui s'ouvrent les assises de la sécurité dans un contexte sensible, occasion d'échanger toute la journée sur la question sécuritaire. Ce sujet est malheureusement trop récurrent. En effet, vous le savez très bien, chers collègues, l'exercice n'est guère nouveau. Je ne compte plus, depuis que je suis parlementaire, voire élu, le nombre de débats, moratoires, plans sécuritaires, rapports gouvernementaux, parlementaires et moult propositions sur ce sujet. Nous avons tous à notre niveau, élus, associations, cessé d'interpeller les instances compétentes pour plus de moyens d'ordre financier, humain, pour pallier cette violence qui gangrène notre territoire depuis trop longtemps. Pire, depuis le début de l'année, une recrudescence d'agressions d'une exceptionnelle gravité. On compte plus de 30 homicides depuis le début de l'année et les vols à main armée ont atteint le taux de 1,98 pour 1000 habitants, le deuxième plus haut de France après Mayotte, qui se situe autour de 2,14. Selon le document remis aux élus locaux par le préfet lors de la réunion du 20 juin sur la délinquance, la Guyane est le département français le plus criminogène et le plus violent. Le plus criminogène et le plus violent. La moitié des vols à main armée commis en Outre-mer est perpétrée en Guyane. Seul département situé sur le continent sud-américain, son niveau de criminalité tend à confluer vers celui des pays limitrophes en raison d'une grande porosité des frontières avec le Suriname et le Brésil. Une violence qui est multiforme et d'origine multifactorielle et qui impose une réponse globale. Les différents plans d'action du gouvernement ont eu beau mettre l'accent sur la nécessité de lutter contre l'insécurité, la délinquance des mineurs et l'immigration clandestine, force est de constater qu'en dépit de ces efforts, l'arsenal mis en place demeure insuffisant. Les actes de violence se banalisent tant et si bien que le désespoir et le sentiment d'abandon sont très forts au sein de la population guyanaise. Celle-ci considère l'État totalement défaillant dans sa mission régalienne et s'exaspère. En témoigne la dernière manifestation à Cayenne au début du mois. Pire, l'incompréhension s'accentue. Encore tout récemment, avec la mesure prise d'exempter d'exemption, les mules crient avec 1,5 kg de cocaïne. Les Guyanais veulent des résultats concrets et des mesures adéquates, pérennes, afin de rétablir la loi et l'ordre sur leur territoire. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice et des Comptes publics, aujourd'hui présents, seront,
je suis persuadé, fortement interpellés. Ils interviendront en clôture de ces assises, et feront très certainement de nombreuses annonces. En effet, l'État doit réaffirmer son autorité régalienne et sa capacité de répondre efficacement. Outre la réponse étatique, il nous faut réfléchir, nous-mêmes aussi, à la réponse locale, car ce sujet nous implique tous. Ces assises représentent une opportunité. La précédente édition, Assises de la sécurité, en décembre 2016, avait permis l'élaboration d'un plan local de sécurité pour la Guyane. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est très certainement parce que ce plan n'a finalement pas eu les effets escomptés. Il me semble qu'il aurait fallu en faire un bilan complet, en tirer les enseignements avant de vouloir tout réinventer. De même, il y a eu un an, quasiment jour pour jour, le 20 septembre 2021, était signé entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane le plan départemental de prévention de la délinquance. Qu'en est-il de son application? Alors, est-ce faute de moyens, faute de mobilisation ou d'engagement que nous en sommes à nouveau face à un constat d'échec? Les racines de l'insécurité, de la délinquance, les causes de la violence sont multiples. Les réponses doivent également l'être. En parcourant les documents de ces différents plans, j'ai le sentiment qu'ils s'attaquent principalement aux symptômes plutôt qu'au mal. Alors, quelles propositions, quelles solutions? Les thématiques déclinées dans les 4 ateliers, je les cite: le rôle du conseiller local de sécurité et de prévention de la délinquance et contrat de sécurité intégré. Deuxième thématique, la lutte contre la violence scolaire. Troisième thématique, la coopération entre les autorités publiques chargées de la sécurité, police municipale, police nationale, gendarmerie nationale, les sécurités privées, les douanes. Quatrième thématique, la prévention et l'insertion sociale, sont autant d'axes de réflexion et d'actions prioritaires pour lutter contre ce fléau. Puissent-elles déboucher sur des propositions qui seront cette fois-ci mises en application? Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la question du recrutement des forces de l'ordre. En effet, on nous parle régulièrement des difficultés de recrutement, du manque d'attractivité de la Guyane. Mais pour cela, il y a une solution: le recrutement local. Les règles actuelles ne semblent pas aller dans le sens d'un recrutement local. Il va donc falloir réfléchir à les faire évoluer. Je vous en remercie. Monsieur le préfet, monsieur le président de la collectivité territoriale de Guyane, chers collègues parlementaires. Nous allons poursuivre. Oui, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre les allocutions. J'invite Madame Marie-Laure Ferreira-Hort à rejoindre la tribune pour continuer les discours officiels. Madame la sénatrice, c'est à vous. Sinon, je vais refaire le discours du président. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le président de la collectivité territoriale, messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'association des maires, mesdames, messieurs les élus, chers citoyens de Guyane, mesdames et messieurs, nous voilà une nouvelle fois réunis tous ensemble pour débattre, échanger et j'espère ardemment parvenir à des décisions concrètes. Nous sommes réunis pour évoquer la problématique de l'insécurité. Si les congrès sur l'évolution statutaire galvanisent qu'une petite partie de notre population, ces assises sur la sécurité ont le mérite de parler à tous. Et pour cause, tous les habitants de ce territoire, malheureusement, subissent les conséquences de l'insécurité. Et cette insécurité qui rend notre quotidien invivable. Pour étayer mes propos, permettez-moi d'énoncer quelques chiffres que certains d'entre vous connaissent déjà.
L'an passé, la Guyane a connu 1100 cambriolages de logements, 1000 vols avec armes, 1500 vols à la roulotte, 810 vols de véhicules et pour finir, près de 2000 vols sans violence contre des personnes. Entre 2019 et 2020, notre département a connu 11,6 homicides pour 100 000 habitants contre 1,1 homicide en France hexagonale. Aussi, depuis le début de cette année, les autorités ont constaté 1,6 vols à main armée par jour. Les derniers mois ont été marqués par une recrudescence de faits criminels graves qui seraient la conséquence directe de l'arrivée en Guyane de factions brésiliennes. Les forces de l'ordre sont très inquiètes par les activités de ces clans qui sévissent en milieu urbain et se renforcent en prison. Disons-le clairement, l'insécurité, c'est aussi l'orpaillage clandestin qui met à mal notre environnement. C'est encore la pêche illégale qui appauvrit nos ressources halieutiques. C'est en outre la prolifération des squats sous la pression de l'immigration clandestine. Loin de moi l'envie de dresser ici un inventaire à la Prévert de ces délits et crimes qui empoisonnent notre quotidien. Mais je tiens à inviter chaque Guyanais, à chacun d'entre nous, à faire notre examen de conscience. L'insécurité, celle que nous déplorons, se nourrit aussi de nos petits arrangements avec la loi. Quand nous acceptons d'acheter un produit que nous savons pertinemment issu d'un vol, nous entretenons cette insécurité. Quand nous acceptons de faire appel à des ouvriers non déclarés, dans le seul but de gagner quelques centaines d'euros, nous perpétuons le travail au noir, une autre forme d'insécurité. Nous, citoyens de ce pays, nous devons nous placer en première ligne de ce combat contre l'insécurité. Et ce n'est qu'alors, maintenant, que nous pourrons exiger des efforts des autres, de l'État d'ailleurs en l'occurrence. Avant ces assises d'aujourd'hui, d'autres avaient déjà travaillé sur un plan local de sécurité en décembre 2016, à la veille des événements de mars-avril 2017. Le document produit à cette occasion comporte 26 mesures pour lutter contre la criminalité. Ces mesures sont 6 ans plus tard, toujours d'actualité. Un constat qui prouve d'une part que ces assises avaient vu juste et d'autre part, les mesures préconisées ont été peu ou pas du tout appliquées. Il en va de même de certaines recommandations prévues dans le volet sécurité de l'accord de Guyane. J'aimerais donc penser, avant même que nous entamions les travaux de ce jour, que nous disposons déjà d'un large panel de mesures permettant de s'attaquer à l'insécurité. Aussi, je souhaiterais apporter d'emblée ma première contribution dans le chapitre de la prévention de la délinquance juvénile. Vous le savez, depuis 2016, je milite pour une réintroduction du service militaire dans les Outre-mer. Le service militaire avait une mission d'éducation, de responsabilisation et de mixité sociale. Il y a quelques jours, j'ai visité le RSMA de Saint-Laurent et j'ai eu le plaisir de constater le formidable résultat obtenu par cette structure. Chaque année, des centaines de jeunes Guyanais trouvent un emploi à l'issue d'une formation qualifiante. Pour ma part, nous devons impérativement explorer toutes les pistes qui permettront de sauver notre jeunesse et lutter contre l'insécurité. Pour conclure, j'aimerais insister sur un fait important. La sécurité publique demeure certes une mission régalienne, mais elle reste l'affaire de tous. Aussi, je remercie la collectivité territoriale d'avoir organisé ces assises de la sécurité qui doivent contribuer à restaurer la sécurité et l'ordre public. Résolument optimiste, je veux croire que nous sommes aujourd'hui suffisamment matures pour travailler ensemble dans l'intérêt de la Guyane et des Guyanais. Il est temps, chers collègues, de mettre nos différends de côté et œuvrer pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Madame la sénatrice. Il est temps à présent, Monsieur Jean-Victor Castor, je vous invite à rejoindre la tribune afin de continuer. Merci, Monsieur le député de la première circonscription. Nous vous écoutons. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas trop habitué au protocole, donc je vais m'affranchir de lister tout le monde. Je vais dire comme ça, je parle que président, il y a quelques semaines, je dis que je n'ai pas été d'accord
Et ça, nous avons fait là. Donc, ça, nous avons dit, à part qu'est-ce que couteau d'aide aux personnes, c'est moi déjà dit ça. Très clairement, sur la forme et sur le fond, je suis gêné parce que les ministres ne sont pas là. J'aimerais m'adresser aux ministres. Je pensais que le débat aurait lieu en présence des ministres et ils viendront concluant. Deuxièmement, la Guyane a tellement de problèmes et circonscrire les problèmes de la Guyane aux problèmes de sécurité, c'est s'attaquer effectivement aux effets et non aux causes. C'est quoi l'insécurité en Guyane? L'insécurité en Guyane, c'est d'abord l'insécurité environnementale. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous avons des compatriotes qui subissent la pollution au mercure. Nos camarades, nos amis, nos peuples autochtones, nos peuples bouchinégués, nos créoles aussi qui habitent à l'intérieur. Leurs modes de vie sont complètement détruits depuis des dizaines d'années. En 1992, avec mon parti politique, le M2S, nous avons remonté l'INIMI. Nous sommes allés à l'époque sur le site des frères Maïs, décédés quelques semaines après, par un assassinat, ce qui avait provoqué d'ailleurs des heurts terribles dans la région. Et nous étions revenus avec des bouteilles d'eau. Tu auras songé ça, Patrick? Des petites bouteilles d'eau de 1 litre sec pour montrer déjà le niveau de pollution. Je vous parle de 1992. Notre parti a été créé en 1991. Nous étions à l'époque des lanceurs d'insécurité environnementale, avec des conséquences dramatiques. Et certainement, des décès vont lieu tôt ou tard. Mais c'est aussi une insécurité historique. Parce qu'il faut savoir que sur ce territoire, l'État se dit propriétaire des terres. Et cette insécurité historique, elle concerne aussi, là encore, toute la population guyanaise, mais aussi principalement, dans ce choc civilisationnel, les peuples autochtones. Monsieur René Monerville, ici présent, ancien maire de Camopi, a réclamé en son temps quelques centaines d'hectares pour pouvoir développer sa commune. Ça lui a été refusé. Monsieur Laurent Yawalou, maire actuel, a demandé, je crois, 700 hectares. Et là encore, une montagne savon pour qu'il puisse attraper une sur la terre. En an, il y est pays, il y a civilisation faite ici, il y est rivé, il est envahi, il est détruit. Je de la fois, il y a moins des souples, la terre. C'est une insécurité civilisationnelle, historique. Mais c'est aussi une insécurité sociale. Comment voulez-vous traiter les problèmes de sécurité alors que nous avons eu en 5 ans un passage de 30% à 53% de personnes qui sont passées en dessous du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté fixé à 600 € pour pouvoir survivre en Guyane. On croit quoi? Moi, ça m'embête d'entendre un procureur le dire, que le terreau, il est là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le terreau, il est là. Il y a des milliers de candidats. Effectivement, il y a des listes de candidats au trafic, de filières clandestines, de toutes sortes. Trafic d'immigration, trafic de marchands de sommeil, trafic d'armes maintenant. On s'attend à quoi? C'est une insécurité économique. Parce que les entreprises guyanaises, on s'est attaché, cette administration d'État s'est attachée pendant des années à détruire les entreprises guyanaises. Nous avons la banque, nous avons le stock d'or, nous avons la monnaie. Nous avions des actionnaires à la BNP de Guyane. Toutes ces personnes ont été éjectées. Dès qu'une entreprise guyanaise commence à prendre son envol, il y a qu'à couper, il y a qu'à craser. Nous tous ici, nous le savons. C'est une insécurité économique régulière. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, des entreprises sont encore confrontées à cette situation. Des entreprises qui sont concernées directement par la sécurité publique. Avec des collusions. Moi, j'ai des documents, moi. Collusion entre le parquet et le tribunal. Des mails qui circulent. Voilà comment on va faire pour casser l'entreprise. Mais on est où? On est dans
Dans quel cirque? Moi, je ne veux pas participer au cirque. C'est une insécurité aussi, une insécurité, comme je pourrais dire, éducative. Monsieur le recteur, on a eu une discussion, c'est une insécurité éducative. Quand des milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école, quand on demande à des jeunes de parcourir les fleuves sur des canaux, sur des pirogues, alors que les fleuves sont considérés comme non navigables. Nous attendons qu'ils s'ajoutent quand nous coulons, que 30, 40 timons, tout le monde qui est péré, qui dit, ouais, mais il n'y a pas d'assurance, comment nous avons fait, etc. C'est une insécurité dans la libre circulation des hommes et des marchandises, parce qu'il n'y a pas de route, parce que notre pays n'est pas désenclavé. Et on attend quoi de ces jeunes qui sont laissés pour compte à l'intérieur du pays et qui rêvent eux aussi de pouvoir circuler, de développer dans leur territoire un certain nombre de choses. C'est une insécurité parce qu'on propose la prison et l'exode à notre jeunesse. Hier, j'ai entendu la présidente du tribunal faire un discours qui m'a plu, bizarrement, parce qu'elle a dit qu'il fallait recruter localement et qu'il fallait arrêter avec ça, parce que c'est comme ça. Même en homme société, me dit, regardez, c'est pas un monde qui a fini Pierre Bati. Vous êtes les stabilisés entreprises. Mais on ne le sait pas, nous, que dans tous les secteurs, à faire venir des gens qui sont là pendant quelques années, c'est un turnover impossible. Nous sommes en insécurité sanitaire. Les hôpitaux, c'est ça notre problématique. Des gens qui viennent pour quelques mois ou quelques années et qui repartent. Madame Debord, je vous ai vu hier. Est-ce que vous savez que l'école des ambulanciers ne fonctionne pas? Qu'il en manque 140. On fait quoi? Il ne faut pas des ambulances pour amener les personnes à aller se soigner et tout? C'est de l'insécurité. Nous avons l'insécurité tout partout. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Les ministres auraient dû être là pour qu'on puisse leur dire tous ensemble, ici, nous voulons la restitution des terres. Parce que ce ne sont pas vos terres. Vous n'êtes pas légitimes. Et vous êtes en situation d'illégalité. C'est ce qu'on devrait leur dire. Restituer les terres. Il est inadmissible que l'on demande à des maires, à des présidents de collectivités, à des institutions, à des présidents de PCI d'acheter du foncier. Mais on est où? Je parle avec passion parce que c'est mon pays. Et je veux qu'on cesse les mascarades. Oui, le président Serville, il a saisi cette opportunité-là. Mais je ne peux pas dire autre chose que ce que je vous dis là. Je veux dire quoi? Parler de l'échec total des compétences et de l'action des politiques publiques régaliennes. On ne sait pas que le pays est pillé de partout. On ne sait pas qu'il y a 10-15 tonnes d'or qui partent chaque année depuis près de 30 ans. On ne sait pas que la France récupère la taxe carbone et qu'on ne bénéficie de rien. On ne sait pas que la base spatiale, que ce soit sur le financement d'Ariane 6, que ce soit sur le plan de transition financier de près de 140 millions d'euros, que tous ces intrants qui arrivent pour construire cette base spatiale sont exonérés par notre propre collectivité de l'octroi de mer. La Guyane a tous les atouts pour que nos gamins, et y compris des adultes, ne soient pas dans l'appauvrissement intellectuel, dans l'appauvrissement dans les bons dieux de bon sens, permettons-leur de rêver pour construire ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. La prison et l'exode, ce ne sera jamais une perspective pour un peuple. Donc, très bien, je vous dis très sincèrement, je ne voulais pas venir, mais on ne peut pas ne pas venir sur un débat sur la sécurité. Mais je vous en prie, je vous en supplie, vous qui êtes là, ne réduisons pas le problème de la sécurité publique à la répression ou même à la prévention. Nous avons un pays qui est immense, qui a tous les atouts nécessaires. Concentrons nos énergies pour faire en sorte que cet État qui exerce cette tutelle comprenne enfin ce que beaucoup d'entre nous, des anciens, depuis Léon Ganton Damas, Constant Chlore, etc., avaient déjà vu. Ils ont écrit, ils ont précisé les choses.
à l'époque. Et vous faites la relecture de ces personnalités. Nous sommes en plein dedans. On savait qu'on allait arriver à ce chaos. Voilà. Désolé d'avoir utilisé ce temps. Je suis avec vous, je participerai, mais autant que faire se peut, ramenons les choses à la réalité du pays. Merci, monsieur le député. J'appelle à présent monsieur Deviriman, député, donc monsieur Deviriman, député de la 2e circonscription. Monsieur le député, c'est à vous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les représentants des syndicats, associations et la société civile, le respect du jour. J'ai beaucoup réfléchi avant d'être là ce jour. Un peu comme Jean-Victor, je me posais beaucoup de questions à la mise en œuvre de ces assises-là, sur cette forme, pour quelle finalité, à quel dessein. Et en discutant avec les uns et les autres, le choix était fait pour que je sois présent afin de partager avec vous un certain nombre de choses en ce qui me concerne. Je tiens tout d'abord, en commençant mes propos, à saluer une grande dame de ce pays, Léodate Saïbou, qu'on appelle plus communément Tati Léodate. Parce que dans ma mémoire pas très lointaine, son association Femme Bout avait déjà, dans les années 90, manifesté, marché avec des milliers de personnes dans les Hauts-de-Cayenne pour lutter contre l'insécurité. Nous sommes en 2022, plus de 20 ans après, et nous nous retrouvons dans la même situation. 2017, les accords de Guyane, volet justice, sécurité. Je reprendrai les propos de certains. En avons-nous fait le bilan concret? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Qu'est-ce qui n'a pas été mis en œuvre? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a échoué? Pour quelles raisons? On n'a rien. Le commissariat est en train de commencer à construire. On doit nous annoncer une cité judiciaire sur Saint-Laurent. La cité judiciaire avait été actée à Cayenne, on n'en parle pas. Plusieurs choses restent avec un point d'interrogation. Pas de réponse particulière. Nous sommes réunis ce jour, malheureusement, encore une fois, pour parler de l'insécurité. Ça me gêne parce que ça veut dire que si on reste encore dans le même chemin qu'on a emprunté depuis pas mal d'années, donc depuis plusieurs décennies, ça veut dire qu'on va donner rendez-vous d'ici 5-10 ans pour une énième crise concernant encore une fois le même sujet. Il faut qu'on sorte de cette spirale. Et pour sortir de cette spirale, je suis désolé, mais il faut qu'on change le modus operandi. On ne peut pas inlassablement se réunir à des crises successives, prendre des décisions et puis recommencer la vie comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai entendu dire qu'il y a eu effectivement plusieurs morts depuis pas mal d'années, mais même nos réactions diverses et variées, elles évoluent selon les personnes qui sont tuées. On n'a pas la même réaction selon la personne qui perd la vie tragiquement. Mais une vie de perdue tragiquement, c'est un drame, qu'on le veuille ou non. Et si nous avions cette capacité à réagir de la même manière, pour quelle que soit la vie qui disparaît tragiquement, je pense qu'on aurait fait aussi un grand pas collectivement. Je pèse mes mots en vous disant cela parce que je suis très fortement agacé de la situation. En 2017, dans les accords de Guyane, dans son préambule, il est écrit dessus, au journal officiel, l'État reconnaît être responsable de la situation de la Guyane. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est marqué dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi derrière? Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu qu'on parle de réparation. Parce que c'est une faute. Dans les discussions, certains ont dit effectivement qu'on a fauté avec la Guyane. Mais quand on regarde un peu les territoires d'outre-mer, l'État a fauté avec les territoires d'outre-mer, dans leur globalité. C'est dans ces territoires-là qu'il y a le plus de pauvreté.
C'est dans ces territoires-là qu'il y a les gens qui touchent le moins d'argent. C'est dans ces territoires-là que le sida continue à proliférer. Et j'en passe et des meilleurs. Nous avons la palme d'or de tous les mauvais sujets. Pourquoi? Serions-nous des sous-hommes et des sous-femmes sur ces territoires? Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'on ne nous a pas accordé l'attention particulière qu'on a dû nous accorder. Souvent, on nous dit, les Outre-mer, c'est compliqué, vous êtes loin, il faut comprendre, attendez. Je suis désolé. Moi, je ne veux plus attendre. Je ne comprends plus ces mots-là. Mon cerveau, il bug à ce moment-là. Ça ne passe pas. En tant que citoyen français jusqu'à nouvel ordre, je me dois d'avoir les mêmes atouts de réussite dans la vie au quotidien que dans l'Hexagone. Je me dois d'avoir les mêmes moyens à ma disposition dans toutes les filières possibles et imaginables, comme dans l'Hexagone. Nous avons, tout le monde le sait et nous répétons inlassablement, nous avons des retards structurels de plusieurs décennies. À plusieurs moments, on a parlé de plan de rattrapage pour les territoires ultramarins, en l'occurrence pour la Guyane. Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Les ministres sont arrivés, un ministre est arrivé hier, il a fait des annonces. Je suis heureux parce que, enfin, potentiellement, j'ai envie de dire, les forces qui représentent la justice sur ce territoire-là seront potentiellement dotées de moyens afin de bien faire leur travail. Je suis content pour eux et ça veut dire qu'ils pourront avoir une qualité meilleure et agir en conséquence sur le territoire. Les forces de l'ordre aussi seront dotées de moyens supplémentaires. J'en suis heureux également. Ça veut dire que nous aurons des personnes sur ce territoire-là qui pourront travailler effectivement dans de bonnes conditions avec les moyens adéquats pour lutter contre ces criminels. Mais vous savez, ça ne s'arrête pas que ça. Ça ne s'arrête pas qu'à ça. Quand je prends cette posture-là, je ne suis pas... Certains veulent faire croire que nous sommes des anti-États. Nous sommes des anti-États. C'est totalement faux et fallacieux. Je ne suis pas triste, mais je suis en colère. Parce que lorsque je regarde à droite ou à gauche, je vois que nous, on a du mal à avancer. Alors, si ces assises-là sont réunies pour que nous, les locaux, on puisse définir les causes de l'insécurité, parce que je rappelle que l'insécurité, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Donc, si nous sommes là pour travailler sur les causes, les identifier, mettre les solutions derrière et exiger aux besoins des services de l'État les moyens pour y arriver, j'y souscris à 200%. Mais c'est pour répéter une énième fois les assises, qu'on transfère des documents et qu'il ne voit pas et que rien ne soit suivi derrière, je ne serai pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, il est temps que l'État, dans sa globalité, dans sa complexité, comprenne que ce temps-là où on devait attendre et supporter ce que nous vivons, il est révolu. J'ai donné un exemple parce que j'étais au Parlement il n'y a pas très longtemps. L'expérimentation qui a été faite par rapport au fait de ne pas poursuivre les gens qui auraient jusqu'à 1499, 1,499 kg de drogue. Si cette décision avait été prise par le parquet de Paris, ça aurait été un scandale d'État. On se permet de faire des choses ici qu'on ne ferait pas ailleurs. Et lorsqu'on fait ce genre de décision-là, c'est un aveu d'échec par rapport à ce qu'on doit faire pour lutter contre ce genre de choses-là. Et quand je prends cette posture, encore une fois, monsieur le préfet, comme les 6 ministres, on le verra plus tard, vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas contre vous, personnellement, c'est contre un système. Ce que nous vivons là, il est systémique. Gouvernement après gouvernement, année après année, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et nous, on continue à répéter la même chose. Nous avons une grande jeunesse, beaucoup de potentialités, énormément de richesses, mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Rentrons dedans et osons dire des choses. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous faire des courbettes afin de voir que je me plie à vos volontés. Nous sommes là pour répondre à une population qui a des besoins, des difficultés. C'est ça notre rôle, tant en tant qu'élu, tant en tant qu'administratif et autres. Je ne suis pas là pour que les uns et les autres m'apprécient parce que j'ai dit oui, j'ai dit non, ou j'ai fait un bisou ou pas.
On doit dépasser ça aujourd'hui. Et il y a urgence. Et l'urgence, elle ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je finirai mon propos pour ne pas être plus long en disant ceci. Soit nous réussirons ensemble, et quand je dis ensemble, c'est nous les élus de ce territoire-là et l'État, en intelligence collective. Ou soit nous réussirons seuls, et quand je dis seuls, je parle des élus de ce territoire-là, la société civile, les associations, tout ce que vous voulez. Parce qu'en ce qui me concerne, l'échec n'est pas une option. Dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, je continuerai à me battre parce que pour moi, ça, c'est juste et nécessaire pour la vie de ce territoire-là. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Il nous reste 3 allocutions et j'appelle monsieur Michel-Ange Jérémy, président de l'Association des maires. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Je crois que votre pupitre est un peu bizarre. Donc, monsieur le préfet, monsieur le recteur d'académie, monsieur le président de la collectivité territoriale, messieurs les députés, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, chers collègues élus maires, chers collègues élus de la collectivité territoriale, mesdames, messieurs les présidentes des chambres consulaires et autres, mesdames, messieurs, en vos grades, qualités et fonctions, également les collaborateurs des associations. Donc, monsieur le président de la CTG, les maires vraiment saluent votre volonté farouche d'engager un processus de réflexion et de discussion sur la sécurité afin que chacun, à son niveau de responsabilité ou d'engagement, puisse être force de proposition pour tenter d'endiguer ces dysfonctionnements chroniques qui entravent vraiment le développement apaisé, efficace, équilibré de notre belle Guyane. Nous savons que ces dysfonctionnements engendrent des tensions et une atmosphère anxiogène, comme nous l'avons vu à travers les propos de nos parlementaires, de plus en plus prégnante, accentuée par un climat d'insécurité que connaît actuellement la Guyane. Nous, on parle de climat, on ne parle pas de sentiment d'insécurité. Vraiment, je rappelle que nous, les 22 maires de Guyane, sommes en première ligne et subissant quotidiennement, à portée de baffe, à portée des gifles, les conséquences de ces anomalies de gouvernance, de loi ou d'expérimentation que nous avons vu récemment, inadaptées de la réalité de notre territoire, un territoire qui a une configuration sud-amazonienne, un territoire qui a une configuration sud-américaine et amazonienne, et surtout, les manquements pour un développement harmonieux, homogène de notre territoire, et surtout que nous puissions s'attaquer aux mots, donc M-A-U-X, les mots que nous connaissons tous. Donc ainsi, monsieur le président, vraiment, permettez les maires de regretter, mais très amèrement, l'absence des ministres à l'ouverture de ces assises de la sécurité. Ils sont certes présents pour les conclusions, mais nous, les maires, nous avons le sentiment que les jeux sont déjà faits, les décisions ont déjà été prises et arrêtées, et du coup, nous nous posons la question, quelle est la pertinence des ateliers, des 4 ateliers dont les thématiques sont intéressantes, mais quelle est la pertinence? Comme nous avons entendu hier soir, que le garde des Sceaux disait que les 3 ministres viendront avec des annonces fortes. Donc, nous aurions aimé que les annonces des ministres soient l'émanation de la restitution des travaux. Toutefois, nous, en tant que Guyanais, nous jouerons le jeu de la concertation, bien sûr, avec vous, mais aujourd'hui, nous attendons des réponses très fortes, mais vraiment très fortes de l'État. En effet, vraiment, plus que jamais, les maires sont démunis, dépourvus face aux nombreuses insécurités qui sévissent et qui gangrènent notre territoire, bien sûr que nous subissons au quotidien. Aujourd'hui, nous avons le sentiment, les maires ont le sentiment, nous voyons la Guyane comme un grand malade chronique. Cette maladie qui est tentée d'être prise en charge aujourd'hui
encore une fois aujourd'hui par des soignants que nous sommes, sur les conséquences, sans vraiment que nous puissions nous attaquer durablement, vraiment, aux causes, vraiment à la racine du mal. Beaucoup de concitoyens nous ont notamment rappelé que nous persistons à mettre un pansement sur une jambe de bois, alors qu'il faudrait peut-être s'attaquer vraiment à la racine du mal. Pourtant, vraiment, chers collègues, par notre proximité avec les administrés, avec notre expertise territoriale, je pense que les maires, comme les acteurs sociaux, nous sommes en capacité d'apporter une plus-value à la réflexion et surtout permettre d'endiguer ce fléau qui gangrène notre société. Encore faut-il que nous soyons sérieusement associés, très en amont face aux expérimentations, ou aux projets de loi ou de planification. Ceci étant dit, donc, les maires, nous allons lancer notre feuille de route. Vraiment, immédiatement, nous demandons d'être accompagnés spécifiquement dans la création, dans la formation des polices municipales. Alors, quand je parle de création, notamment, il y a un atelier sur le CSPD, mais les communes qui n'ont pas de police municipale, les maires demandent la création, le renforcement de la présence des policiers municipaux. Toujours dans cette même dynamique, nous, les maires, souhaitent parfaire la formation de ces mêmes policiers. Nous avons l'École nationale de la police, nous avons l'École nationale de la gendarmerie. Manifestement, il n'y a pas l'école peut-être guyanaise de la police municipale. Aussi, nous demandons vraiment d'être aussi accompagnés dans le déploiement de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection dans nos communes où cela s'avère nécessaire. Aussi, poursuivre ce partenariat, cette convention avec les forces opérationnelles, la police nationale, la gendarmerie, pour être vraiment beaucoup plus efficace sur le terrain. Le maintien de la sécurité, on rappelle, et la tranquillité, qui est la première de nos libertés, est l'affaire de tous, et chacun à son niveau. La Guyane doit impérieusement résoudre ces difficultés d'accès aux services publics de base. Donc, les prédécesseurs l'ont rappelé, le président l'a rappelé, l'éducation, le foncier, aux collectivités, la santé, le désenclavement, la lutte contre les différentes formes de pillage. Vraiment, enfin, nous partons du constat que tout est prioritaire en Guyane, mais nous devons avoir une vision globale. Aussi, Monsieur le Président, les maires aussi appellent de tout leur vœu que ces assises soient aussi décentralisées dans certaines communes, pas seulement sur le chef-lieu. Donc, toutefois, nous avons des outils, des outils qui nous permettent d'avoir un avenir beaucoup plus prospère. Les accords de Guyane, où ça en est, la dynamique commencée sur l'évolution statutaire, le contrôle de nos frontières, donc ça, on va en référer à l'État, la gestion du foncier aux collectivités, le rôle important qui n'est pas assez souligné, des associations qui sont des véritables amortisseurs sociaux. Donc voilà, mesdames, messieurs, je ne serai pas plus long. Donc, je nous souhaite un travail fructueux et vraiment de belles réflexions pour ces assises de la sécurité. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Association des maires. À présent, j'appelle à la tribune Monsieur le Recteur. J'ai nommé Philippe Dubelco. Monsieur le Recteur de l'Académie de Guyane, nous vous écoutons. Bien, Monsieur le Préfet, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Messieurs les députés, Monsieur le Président de l'Association des maires, Monsieur le Président de l'Université de Guyane, Mesdames et Messieurs les Présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Nous le savons tous, l'éducation est à l'origine de la richesse des nations. La richesse des nations entendue au sens du père de l'économie politique, Adam Smith, qui met dans la richesse des nations non seulement la richesse économique, mais aussi la richesse humaine. L'éducation est à l'origine de la richesse des nations, de la croissance, du développement, du progrès économique et de l'innovation.
et par conséquent, nous le savons tous, de l'amélioration du bien-être des individus. Investir dans l'éducation, c'est améliorer la situation présente des citoyens et de la société, tout en préparant le monde de demain. La sécurité et l'éducation vont de pair. La richesse des nations, la croissance et le développement supposent en effet que la sécurité des personnes et des biens soit garantie. C'est même la condition nécessaire pour que l'éducation puisse produire tous ses effets. L'éducation est présente partout dans le monde, mais ses bénéfices pour l'élève et l'étudiant, pour l'économie, pour la cohésion sociale, sont bien différents selon le contexte dans lequel l'acte éducatif se déploie. On n'apprend pas, on n'enseigne pas dans un environnement hostile. Lorsque l'on craint pour son intégrité physique, lorsque les menaces sont trop fortes, l'éducation doit s'opérer dans ce contexte de bienveillance dont nous avons tous bénéficié, seule à même de cimenter le travail entre les équipes pédagogiques et les élèves. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, vous m'avez confié la présidence de l'atelier éducation de ces assises de la sécurité. Cet atelier aurait pu s'appeler violence scolaire, violence à l'école, violence en milieu scolaire, en écho à de très nombreux ouvrages qui ont été publiés ces dernières années. Ouvrages tous intéressants, mais je dois le dire, assez éloignés de la réalité de nos écoles, collèges et lycées, ici, en Guyane. Nous lui avons préféré un autre titre, plus proche de notre réalité de terrain, plus proche surtout de ce qui nous anime, nous, la communauté éducative, en étroit partenariat avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes de l'éducation, les collectivités locales, les fédérations de parents d'élèves, les partenaires associatifs. Notre sujet, c'est le climat scolaire. Notre sujet, c'est le bien-être des élèves et des personnels. Notre sujet, c'est la réussite et l'épanouissement des élèves, notre véritable raison d'être. Je ne vais pas vous dire qu'il n'existe pas dans nos établissements de phénomènes de violence scolaire. Je ne vais pas vous dire que la situation ne nous préoccupe pas. Je ne vais pas vous dire que les mesures que nous mettons en place nous donnent entièrement satisfaction. Mais enfin, de quoi parlons-nous? Le nombre de faits de violence signalés dans les établissements scolaires n'augmente pas en Guyane de manière significative. Ou dit autrement, l'augmentation faible est en décalage avec la perception qu'en ont sur le terrain les personnels, la direction des établissements, les élèves, les familles et le recteur. Les faits de violence les plus significatifs se produisent aux abords des établissements, avec l'apparition de phénomènes de bandes, voire de gangs, auxquels l'école n'échappe pas. Les faits les plus graves, qui touchent aussi bien les élèves que les personnels de l'éducation nationale, ont lieu hors du temps scolaire. Ne déduisez pas de ces premiers éléments que nous chercherions à nous dédouaner. Pire encore, à nous soustraire de la question fondamentale de la sécurité de notre école, de la dégradation de notre bien commun, alors que les intrusions, cambriolages, dégradation et vandalisme, incendies volontaires, caillassage de bus et pire encore, les agressions de nos élèves, les agressions et caillassages de nos personnels aux abords des établissements sont autant d'indices que l'institution scolaire est attaquée. Et avec elle, le vivre ensemble, le goût pour l'altérité, la cohésion intercommunautaire qui caractérise la Guyane. L'augmentation des faits avec armes blanches et l'introduction d'armes à feu dans les établissements nous inquiètent particulièrement. L'éducation nationale représente directement, élèves et personnels de l'éducation confondus, un tiers de la population de la Guyane. Mais c'est en réalité toute la société guyanaise qui est concernée par les questions éducatives. Nous entendons assumer pleinement nos responsabilités, sans jamais oublier toutefois que le déploiement des politiques éducatives sur nos territoires, et je dis bien sur nos territoires, tant la diversité des contextes éducatifs est grande en Guyane, sans équivalent à vrai dire, requiert des solutions contingentes, adaptées à chaque contexte. Des solutions qui mobilisent l'ensemble des acteurs et parties prenantes présents sur chacun de ces territoires. Ce qui est vrai d'un point de vue général,
pour le déploiement des politiques éducatives, l'est tout autant pour les questions particulières du climat scolaire, du bien-être des élèves et des personnels. C'est cette méthode que nous souhaitons généraliser, peut-être même banaliser, sous l'impulsion de l'État et de la collectivité territoriale de Guyane. Les axes de progrès ont été identifiés. Et je veux remercier ici toutes celles et tous ceux, chefs d'établissement, organisations syndicales, collectivités locales, fédérations de parents d'élèves ou simples usagers du service public qui nous auront permis, en amont de ces assises de la sécurité, d'actualiser nos analyses. Je remercie chaleureusement Madame Georges Labrand-Méry, grand témoin de notre atelier, d'avoir répondu positivement à mon invitation et de mettre ainsi son expérience et ses compétences au service de notre réflexion collective. Nous devons discuter des bâtiments scolaires, de leur configuration, des infrastructures d'accueil en relation avec le bien-être et la vie de l'élève. Il ne faut jamais négliger l'impact de l'espace sur le comportement des usagers. Nous devons travailler encore sur nos politiques de prévention, d'anticipation, de détection et de gestion des situations de violence dans les établissements. Nous ne pouvons accepter que l'école soit le prolongement, peut-être même le déversoir des violences qui naissent à l'extérieur des établissements. Nous devons prendre de nouvelles mesures pour que la gestion des temps scolaires et périscolaires permette de minimiser l'occurrence des situations à risque. C'est un enjeu majeur qui implique une forte coordination des acteurs et partenaires de l'école. Nous ne devons pas hésiter à redoubler d'efforts sur le sujet compliqué de la mobilisation des parents et des familles, afin que l'institution scolaire puisse progressivement se recentrer sur sa mission première d'enseignement. L'éducation n'est jamais aussi efficace que lorsqu'elle se concentre sur son cœur de métier, enseigner et instruire. Nous devons enfin choisir les bonnes formes institutionnelles, les mieux adaptées au déploiement coordonné des actions mises en œuvre par des acteurs très divers, relevant de champs professionnels distincts. Certaines expérimentations, ici en Guyane, montrent que les coopérations entre acteurs sur un territoire contribuent à circonscrire les faits de violence. Nous sommes désormais en mesure de choisir les bonnes formes de coordination. Oui, mesdames et messieurs, il nous faut remettre l'ouvrage sur le métier. Et ces assises sont, de ce point de vue, un rendez-vous important. L'initiative est heureuse. Il est important que la société guyanaise se saisisse pleinement, en toute transparence et donc connaissance de cause, des enjeux de la sécurité à l'école, alors que le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye, a fait de la question du bien-être des élèves et des personnels l'une de ses grandes priorités. L'initiative est utile parce que le regard croisé consubstantiel de ces assises nous conduira certainement, au-delà des diagnostics très largement partagés, à affiner nos plans d'action, territoire par territoire, à faire ressortir sans doute de nouvelles propositions susceptibles d'être déployées sur le terrain. Le tout afin de gagner encore en efficacité et de répondre collectivement au principal défi de la société guyanaise, l'éducation de sa jeunesse. Notre jeunesse n'est pas une difficulté, et encore moins un problème. Notre jeunesse éduquée est une solution, peut-être même ici en Guyane, la solution. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur. On va procéder maintenant à la dernière allocution de cette matinée. Monsieur le préfet, Thierry Kefelec, vous êtes invité à rejoindre la tribune. Monsieur le Président de la collectivité territoriale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires et vous-même Président, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur, Monsieur le représentant du procureur, Mesdames les présidentes des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs. Alors, l'acte est solennel. Il ne permet non pas de clôturer des assises, mais simplement les discours officiels, et l'instant sera donc solennel à l'acte. Et je le mesure pleinement en ce moment même, après vous avoir entendu. Nous sommes ici réunis ce matin pour tenter de trouver ensemble et collectivement, et je crois que je suis assez rassuré par les discours introductifs, pour trouver des solutions aux maux MAUX de la Guyane,
hors des idées déjà arrêtées. Ce serait trop simple. Le président l'a rappelé, simplement. C'est devant l'émotion de la population que nous avons décidé conjointement de ces assises, moment de générosité, de mettre ensemble tous les partenaires afin de recueillir une nouvelle dimension. Nous souhaitons un événement d'ampleur destiné à réfléchir tous ensemble à ce que nous pouvons faire collectivement pour améliorer la situation sécuritaire en Guyane. Le constat est très clair. J'ai entendu ces dernières semaines la voix de la population, les discours, mais au-delà des interpellations, des nombreux courriers reçus, certains se ressemblaient. C'est davantage qui tous nous interpellent et m'interpellent. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Au-delà des chiffres statistiques, ce sont des drames humains auxquels fils de l'épouse qui voit son mari abattu sous ses yeux du jour au lendemain aux difficultés du quotidien. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que l'État a déjà fait toujours bien et fera encore mieux. Discours simpliste. Je n'en ai pas d'ailleurs besoin foncièrement, car je les vois tous les jours, policiers, gendarmes, travailler au profit de notre quotidien. Un quotidien difficile. Mais la première critique serait, est-ce qu'ils sont travailleurs? Est-ce qu'il y a une incertitude, une sorte d'oisiveté d'un État policier? Non. Je connais l'engagement constant des policiers et des militaires, j'en dis pas, et je le dis clairement aujourd'hui. Par rapport à la tâche qui nous attend, ça sera peut-être différent. De ce qui me remonte des élus, des socioprofessionnels, c'est d'ailleurs un sentiment global et partagé de confiance dans nos forces de l'ordre et de sécurité au quotidien. Ils sont là avec vous, pour vous, face à une tâche qui n'est pas simple. Je pense donc que le problème peut être aussi en analyse ailleurs. Et j'en suis convaincu, et je pense que tous aujourd'hui, ici ce matin, vous en êtes convaincus. Mais le degré de violence atteint dans la société guyanaise est assez inédit. On l'a comparé à l'Hexagone. Je vous engage, et ce sera dans les ateliers, à le comparer aussi à ce sentiment d'Amérique latine. On se compare à la France pour les bonnes choses et on ne veut pas se comparer parfois là où l'on est, dans le sens positionné. Ce n'est pas un phénomène uniquement guyanais, cette violence. C'est une tendance malheureusement mondiale. Il y a dans nos sociétés modernes une grande difficulté, un rapport à l'autorité qui a évolué, un rapport aux institutions, quelles qu'elles soient, qui s'émoussent. Je ne dis pas qui se délite, mais aussi des choses très simples, l'obéissance aux parents, à la loi, aux anciens, aux aînés, à la morale, aux traditions. Encore une fois, je connais les statistiques, elles sont d'ailleurs publiques, je rassure tout le monde, et transparentes. Elles sont éloquentes. Si l'on veut bien regarder certains axes, et je ne fais aucune publicité positive d'un État régalien qui ferait son travail, parce qu'il y a d'autres sujets, c'est ceux-là qui m'intéressent, là où c'est pas bon, mais depuis le début de l'année, cambriolage, qui était un fléau dont on parlait beaucoup il y a 10 ou 15 ans, baisse. Et je le disais encore récemment dans des rapports avec les maires, ou même les commerçants, ils disaient que ce n'était plus du tout la même Guyane qu'on a connue. Donc aussi à nous d'évoluer. Aujourd'hui, ce qui m'effraie dans le constat, c'est le terme de violence. Les homicides, les braquages où on ouvre le feu gratuitement pour une montre, un regard, une chaîne en or. Mais aussi et surtout, soyons bien réalistes, les drames familiaux, l'agression contre ce voisin, son ex, son meilleur ami, ses parents aussi, mais surtout contre les enfants. En une année, 48% d'augmentation de violence contre les enfants dans des situations intrafamiliales. Intérêt des statistiques. Savoir où l'on va devoir porter nos efforts et d'une façon commune. Alors oui, police et gendarmerie doivent des comptes,
aucun problème, c'est normal, et c'est la règle en démocratie. Celui de rendre des comptes aux citoyens des actions. J'y veille d'ailleurs au quotidien. On m'interpelle souvent, et c'est normal, sur les fameux accords de Guyane. Je l'ai encore entendu. En 2016 et 2017, la Guyane a déjà fait connaître son mécontentement, sa légitime revendication de plus de sécurité. En 2016 et 2017, nous étions aussi sous le coup des drames et de la légitime colère. Mais l'État a répondu présent, là encore, d'une sécurité aussi sanitaire, environnementale, routière. Pas que cette insécurité qui débat aujourd'hui, mais qui doit peut-être élargie. Les revendications ont été satisfaites. Dans quelques jours paraîtra un bilan de ces accords de Guyane, après la venue des ministres, afin de poser clairement, avec la même idée, d'un téléchargement, action par action. Lorsque j'ai reçu les élus un vendredi soir, après un drame horrible, des questions étaient posées, les réponses ont pu mettre même pas 48 heures pour être fournies, parce que c'était un constat. Et le constat de ce qui est fait ou de ce qui n'est pas fait et ce qui est à faire était ouvert. Au demeurant, je n'ai obtenu aucun retour. Les gens avaient compris et on va poursuivre cette domaine d'information complète avec des chiffres, les montants d'argent et les actions faites et pourquoi elles n'ont pas été faites. Et c'est intéressant. Si j'en juge pour la sécurité, et je voulais en parler avant qu'on m'interroge, sur la dizaine de mesures relevant de la thématique sécurité et justice, toutes sont achevées. Tous les items sont au vert et sont rapidement disponibles. En 2020, dans le cadre de la réforme de l'État, une direction générale de la sécurité, de la réglementation des contrôles a été créée et confiée à un sous-préfet expérimenté. C'est fait. Il se consacre qu'à cette tâche à mes côtés. Le renforcement des effectifs de police et de gendarmerie promis a également été réalisé progressivement sur plusieurs années, certes, je le sais, l'attractivité parfois pose quelques freins. Et je sais que d'aucuns critiqueront toujours ces chiffres, mais les faits sont là et les preuves seront disponibles à tout à chacun, à l'opinion. Depuis 2016, de nouvelles unités de police et de gendarmerie ont été créées. Une antenne de l'OFAST, qui nécessitera sûrement un renforcement, la demande était faite. Attendons ce soir. Une nouvelle brigade de la prévention de la délinquance juvénile à Saint-Laurent, unité de police de proximité à l'état-major de lutte contre l'orpaillage. Je vous laisserai lire ces documents-là. Je ne suis pas là pour faire un satisfecit qui serait un acte d'imbécilité de ma part. Je pense pas au passé, je souhaite construire l'avenir avec vous. Le programme de réalisation immobilière se poursuit et là encore, vous aurez toutes les données. Jusqu'à pouvoir interroger, dans le cadre de la justice, le directeur de l'agence des programmes immobiliers avec qui j'ai discuté hier soir pour avoir les intentions les plus précises. Il sera à votre disposition, évidemment. Élu au suffrage universel, on vous doit des réponses aux questions posées. Alors certes, il y a des motifs d'insatisfaction. On a vu comment le départ d'un renfort d'escadron mobile, je n'étais pas le premier content, pouvait perturber et contraindre notre action. Il y a cette circulation très inquiétante des armes et l'usage surtout meurtrier qu'on en fait. Et il y a ce phénomène de mule et du trafic de stupéfiants qui gangrène notre société tout doucement, mais sûrement, et qui est en train de corrompre notre jeunesse et qui embolise aussi l'action des forces qui luttent contre police, douane, justice. Alors oui, les pistes d'amélioration sont nombreuses. On peut toujours se comparer si c'était fait à Paris, mais globalement, j'ai dit, voyons ce qui est fait en Guyane. Et elles seront sûrement évoquées aujourd'hui, et j'espère abondamment dans l'ensemble des groupes où la parole est libre. Mais au-delà de tout ça, si nous sommes réunis aujourd'hui d'une façon collégiale, c'est parce que nous savons tous qu'il faut aller au-delà dans la réflexion. Plus que jamais, il faut éviter la délinquance plutôt que d'en réparer les conséquences, c'est indispensable. Si on reste sur une gestion du stock qui est traité par la police, gendarmerie et la justice, et si on oublie de parler de la création de cette machine de délinquance, le flux, on fera une erreur foncière. La prévention de la délinquance, c'est davantage qu'un concept. Ce n'est pas la caricature du match de football entre policiers et jeunes. C'est plutôt l'action, selon moi, mais qui sera confirmée par les assises, et j'en prendrai acte, c'est plutôt l'action menée à Saint-Laurent-du-Maroni, où les jeunes font leurs devoirs encadrés dans une structure fermée à la sortie de l'école. Par l'éducation, nous avons des voies. C'est aussi les actions dites de soutien à la
parentalité. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut apprendre à certains parents aujourd'hui à être parents. Et ce sont sur ces sujets particulièrement que j'ai besoin de vous. Que l'État, les élus, les services de police, gendarmerie ont besoin de vous, parce que si les chiffres et les analyses sont des indicateurs de notre action, on ne pourra jamais mettre un gendarme et un policier derrière chaque mari qui s'en prend à sa femme, derrière chaque voisin qui se dispute pour une clôture, et enfin derrière chaque enfant qui n'a pas envie de rentrer chez lui le soir. Je lis l'ensemble des comptes rendus, police et gendarmerie, et les drames familiaux sont omniprésents. Ne nous leurrons pas. Un des problèmes est autour de ça. La solution à la délinquance est collective, elle est collégiale. Et c'est pour cela que je compte beaucoup sur vos travaux aujourd'hui. Je n'ai aucune idée arrêtée. Ça serait une faute, non pas de goût, mais une faute de structure intellectuelle que le représentant du gouvernement ait des idées arrêtées. Constamment avec mes collaborateurs, on essaye d'innover, de se surprendre, d'écouter ce qui pourrait être différent. Et tout ce qui est idée arrêtée, c'est le marasme. Nous devons être dans le mouvement, dans l'intelligence. Comme vous le savez, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, le ministre de la Justice, garde des Sceaux déjà présent, ministre des Comptes publics, viendront ce soir pour conclure ces travaux. Écoutez vos synthèses. Croyez-moi, et une partie des synthèses, ils les auront déjà, parce que nous avons organisé pour qu'ils puissent, non pas, comme certains aimeraient, voir un discours théorique déjà préparé dans un cabinet, et ils viendraient ici. Pensez-vous que 3 ministres en même temps sont là pour sortir un discours préparé par leur cabinet? Ils veulent sentir, j'étais avec le garde des Sceaux encore récemment, je vais le rejoindre à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est de capter, et croyez-moi, je parle de la Guyane et de rien d'autre. On n'est pas là pour invalider, et la question que l'on me pose, c'est de dire, est-ce que ce discours est dans la réalité de la Guyane et pas autrement? Écoutez vos synthèses, vos doléances, il y aura cette partie d'échange, et que je vais évidemment fructueux. Ils prendront le temps de vous faire des propositions, parce que sachez bien qu'on remonte des propositions, parce qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits, mais en même temps, demain, il peut y avoir évidemment de nouvelles solutions, car les problèmes sont protéiformes. On pense l'avoir traité, on sait qu'il peut rebondir ailleurs. Il n'y a que de cette façon que nous pourrons sortir et parviendrons à sortir de cet écueil de l'insécurité, de la violence, qui ne peut être une fatalité dans la Guyane d'aujourd'hui. C'est pour ça que sans idée arrêtée, je ne peux vous dire que bons travaux et merci de nous avoir tous écoutés dans des discours protocolaires. Merci à vous. Merci, Monsieur le Préfet. Nous allons à présent passer à 4 présentations techniques. Pour la première, ce sera Madame Van Kieken qui va donc représenter la société civile à travers le plan local de sécurité de la Guyane du 10 janvier 2017. Voilà. Madame Van Kieken, la parole vous est donnée. Merci. Bonjour à tous. Dans un premier temps, alors je vais vous exposer les 4 axes de ce plan local de sécurité pour la Guyane. Puis je vous ferai un résumé global et synthétique des 26 mesures que contient ce plan. Alors mon introduction vise donc à poser le cadre de travail des ateliers. Ce plan local de sécurité est le fruit d'un travail collectif. Il a été produit à la suite des assises de la sécurité qui se sont tenues le 9 décembre 2016, puis il a été enrichi de multiples contributions de tous les acteurs de la société. Je vais vous parler maintenant des grands axes. L'axe 1 concerne l'adaptation de l'action de l'État et de ses partenaires aux enjeux de la sécurité de la Guyane. Cet axe 1 se décline en 10 points et font tous référence à toutes les forces de sécurité dont les moyens d'action et la présence sur le terrain en nombre et en équipement matériel doivent être renforcés, de même que les contrôles conjoints antidélinquance avec la PAF, les douanes, la gendarmerie, les polices municipales. Ces contrôles mobiles ont d'ailleurs démontré leur efficacité.
Le but étant de combattre toutes les formes d'insécurité présentes sur le territoire. Je veux citer bien sûr l'orpaillage et la pêche illégale, mais aussi les filières d'approvisionnement des drogues, la lutte contre le port et l'utilisation des armes, l'insécurité routière et la lutte contre l'immigration clandestine. Le deuxième axe concerne le renforcement de la gouvernance de la sécurité en Guyane. Il s'agit ici de coordination et de coopération opérationnelle de l'ensemble des acteurs de la sécurité. Il convient d'amplifier la zone de sécurité prioritaire de Saint-Laurent-du-Maroni et de renforcer la coopération internationale avec les pays voisins. Cette mesure vise à apporter des réponses durables et concrètes aux territoires souffrant d'une insécurité et d'une délinquance enracinée, ainsi que de ceux qui connaissent une dégradation importante de leurs conditions de sécurité. Le troisième axe s'intitule « Favoriser la coproduction de sécurité ». Alors, de quoi s'agit-il? Cet axe concerne le développement de partenariats avec tous les élus pour rendre efficaces les CLSPD. Il préconise de renforcer les liens entre les forces de l'ordre et la population. À noter que les conventions de coordination constituent le fondement de cette coproduction. Dans cet axe 3, il est question aussi d'interaction qui passe par un partenariat indispensable avec les socioprofessionnels au moyen de chartes pour l'emploi des jeunes des quartiers défavorisés, par exemple, ceci afin de faire avancer et rendre possible cette coproduction de sécurité. L'axe 4, lui, s'intitule « Se mobiliser sur la... » Pardon, excusez-moi. Se mobiliser sur la prévention de la délinquance. Ce dernier axe traite d'intensifier les actions à destination de la délinquance juvénile, de lutter contre la violence et les incivilités à l'école et autour de l'école, ce qui est lié à la formation et l'insertion professionnelle de nos jeunes, et il est important de s'y attarder. Il convient de prendre en compte aussi la montée des violences intrafamiliales que connaît notre territoire aujourd'hui. Cet axe recommande de développer les équipements de proximité dans les quartiers et de combattre l'habitat informel sous toutes ses formes. Enfin, il est important aussi de venir en aide aux personnes sans domicile fixe et de favoriser le bénévolat associatif pour le bien-être des habitants de ce territoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Van Kieken. Pour la deuxième présentation, je passe la parole à la 14e vice-présidente de la CTG, déléguée à la sécurité et à la sûreté. J'ai nommé Tiara Stiwinkel pour une présentation donc, du pôle justice-sécurité des accords de Guyane. Madame la vice-présidente. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis chargée de rappeler le contenu de pôle justice-sécurité contenu dans les accords de Guyane d'avril 2017. Comme chacun le sait, en février 2017, c'est dans un contexte très tendu qu'a lieu le meurtre de Hervé Tambour, 30 ans, abattu froidement alors qu'il se rendait à la laverie L'Eau Lissette, à Cayenne pour faire sécher ses vêtements de travail. Ce drame, illustration tragique de la banalisation de la violence meurtrière en Guyane, avait été l'un des éléments déclencheurs des manifestations historiques de mars 2017. Qui avait vu la mobilisation de toute la Guyane pour opposer un non catégorique à la dégradation sécuritaire du territoire. Se sont engagés alors entre les collectifs, les élus et les représentants du gouvernement des séances de travail ayant pour objectif d'élaborer un plan de rattrapage d'urgence pour la Guyane. Ces mesures concrètes, rassemblées par pôle thématique, constituent le socle des accords de Guyane. À l'intérieur de ce document, le pôle sécurité-justice déclinait des revendications qui a été présentées de la façon suivante. Création d'un état-major de sécurité sous l'autorité du préfet, prorogation de l'escadron de gendarmerie mobile, renfort d'effectifs et de moyens de force de l'ordre, augmentation du nombre de réservistes avec création des cercles vertueux pour l'emploi local et à la formation, renforcement des moyens de lutte contre les délinquances à Maripasoula avec augmentation des effectifs de gendarmes
in situ, scanner millimétrique, appareil d'imagerie radiographique et échographique à l'aéroport Félix Éboué, renforcer la capacité des forces de l'ordre sur les infractions en rapport avec les non justificatifs de ressources, voitures de luxe, chaînes en or, une coordination renforcée entre l'ensemble des forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale, police municipale, entrée de la ZSP de Saint-Laurent en phase opérationnelle. 8 chambres carcérales pour le char et pour le CHOG, construction d'un tribunal et d'un centre pénitentiaire dans l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, construction d'une cité judiciaire à Cayenne, réhabilitation et modernisation du commissariat de Cayenne, faciliter les dépôts de plaintes par une opérationnalité renforcée des bureaux, heures d'ouverture et temps d'attente limités, renforcer l'accès aux droits de la population, mise en place de barrages volants aux abords des frontières, contrôle H24 d'individus jugés suspects sur le fleuve du Maroni et Oyapock, meilleure coopération policière avec les pays voisins, détruire le sentiment d'impunité chez les jeunes délinquants, mise en place d'une véritable politique de lutte contre le trafic d'armes et feu, de drogue et de développement des gangs, favoriser le retour de polices natifs du territoire afin d'exploiter leur expertise culturelle et géographique, conditionner les aides sociales à une volonté d'insertion manifeste et récipiendaire, construction d'un commissariat à Saint-Laurent-du-Maroni et à Kourou. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci, Madame la Vice-présidente. Afin de faire une présentation du plan départemental de prévention et de la délinquance de 2021-2024, je passe la parole à Monsieur Cédric Deponce, sous-préfet de Guyane. Monsieur le sous-préfet. Merci. Bien, mesdames et messieurs, le plan de prévention de la délinquance, en fait, est parti d'un constat de nombreux outils de prévention existent, de prévention de la délinquance existent et sont déployés sur le territoire. Et ce ne sont pas forcément toujours les mêmes acteurs qui sont chargés de leur mise en œuvre. Le but du plan départemental de prévention de la délinquance est donc bien de mettre en synergie l'ensemble des dispositifs existants. Pour cela, il a fait un recensement d'un ensemble de ces dispositifs, mais aussi a interrogé les moyens de renforcer leur efficacité dans le cadre de la délinquance spécifique que l'on connaît en Guyane. C'est donc un travail partenarial qui a été engagé entre la collectivité territoriale de Guyane, les services du préfet et du procureur de la République. La stratégie qui a été retenue a été de structurer ce plan local de prévention de la délinquance, dans un cadre partagé qui s'organise autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la mobilisation en faveur de la jeunesse, et il s'agit de mieux prendre en compte les jeunes exposés au risque de basculement dans la délinquance. Pour cela, chaque axe dont celui-ci ont été divisés en actions, voire sous-actions, pour bien prendre en compte l'ensemble de la problématique et pouvoir déployer l'ensemble des dispositifs et l'ensemble des acteurs, que ce soit ceux de l'éducation nationale, de la CTG, des communes, de la préfecture, des associations de parents d'élèves, de la justice, des forces de l'ordre, du tissu associatif, de l'agence régionale de santé, sont mobilisés autour de cette thématique. Et à titre d'exemple, pour les subventions au sein du Fonds interministériel de prévention de la délinquance ou de la Fonds pour la lutte contre les addictions, la MILDECA,
le volet jeunesse est particulièrement concerné avec les subventions qui sont fléchées pour la jeunesse. Un deuxième axe qui concerne l'analyse sur les personnes vulnérables et l'amélioration de la prise en charge des victimes. Comme cela a été rappelé lors des interventions introductives, il apparaît que les violences intrafamiliales ou contre les personnes LGBT sont particulièrement prégnantes en Guyane, et donc la prévention, les actions du plan sont justement de mettre en place tous les moyens pour la prise en charge des victimes et aussi la prévention de ces actes qui, au-delà du fait qu'ils sont intolérables, menacent aussi le vivre ensemble. Là, c'est pareil, l'ensemble des acteurs se sont engagés, que ce soit les communes, la préfecture, la justice, mais aussi le tissu associatif et bien sûr l'éducation nationale, monsieur le recteur. Pour cela, les actions ont pu se déployer avec quelques actions, améliorer la mise en lien avec les services enquêteurs pour qu'il y ait une meilleure prise en compte par le gendarme ou le policier qui reçoit la victime, mise en compte de la plainte. Il y a aussi les services de la déléguée régionale aux droits des femmes qui sont mobilisés, et des actions de prévention en milieu scolaire qui sont également mises en œuvre. Le troisième axe concerne la population, et l'objectif étant d'étendre les actions de rapprochement entre la population et les acteurs institutionnels pour une meilleure prise en compte des besoins de la population en matière de sécurité, et faire aussi que la population puisse être coproductrice de prévention de la sécurité. Et là encore, ces actions qui sont mises en œuvre mobilisent à la fois les associations de quartier, les communes, bien sûr les forces de l'ordre, mais aussi d'autres acteurs institutionnels comme le RSMA, Pôle emploi, le tissu des entreprises, les chambres de métiers, les organismes socio-professionnels, les associations de quartier, des associations sportives, les missions locales, effectivement, pour mobiliser la population autour de ces défis de la prévention de la délinquance. Et Madame la sénatrice parlait du RSMA, qui, le service militaire adapté, est une partie intégrante de ce plan de prévention de la délinquance. Enfin, le dernier axe concerne le territoire. Il s'agit donc de conforter le maire dans le pilotage de la politique de prévention de la délinquance. Et là, c'est tout ce qui concerne les contrats locaux de prévention de la délinquance, les CLSPD, mais aussi tous les appuis que peuvent apporter les institutions, que ce soit celle de la CTG, bien sûr, de l'État ou de la justice, à l'action des maires. Et ce serait aussi de nouveaux outils comme le contrat de sécurité intégré qui font l'objet de cet axe. Voilà très brièvement résumé le plan de prévention de la délinquance qui a été signé le 20 septembre 2021 par Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, Monsieur le Procureur de la République et bien sûr Monsieur le Préfet. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le sous-préfet. À présent, il va vous être fait une présentation générale par le directeur de cabinet du président de la CTG, Monsieur Jean-Bernard Nilam, pour cette présentation.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons pris quelques légères minutes de retard sur l'horaire, mais c'est quelque chose qui peut être rattrapé. Le programme de nos travaux à partir de maintenant, c'est une courte pause pour permettre à l'ensemble des participants de rejoindre les ateliers. Vous avez tous pu bénéficier de la distribution du programme, donc avec le détail des 4 ateliers. Et vous êtes en principe présélectionnés sur un atelier en particulier. Je rappelle donc les ateliers sont respectivement l'atelier 1, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance politique de la ville dans le bâtiment B, dans le bâtiment C, l'atelier 2 sur le climat scolaire, bien-être des élèves et des équipes éducatives, réussite scolaire. L'atelier numéro 3 est dans le bâtiment D, coopération opérationnelle entre les forces de l'ordre, lutte contre les réseaux et coopération transfrontalière. Enfin, atelier numéro 4, bâtiment E, la prévention et l'insertion sociale pour un mieux vivre ensemble. Je rappelle que les travaux sont en webinaire et on s'efforcera dans les minutes qui suivent de porter à la connaissance de ceux qui nous suivent actuellement donc en ligne les informations leur permettant de pouvoir se connecter au bon webinaire. Ça n'a pas pu m'être transmis immédiatement, mais on pourra avoir cette information très rapidement sur le site. L'objectif des ateliers, ce sera effectivement donc de pouvoir disposer des éléments permettant d'élaborer une synthèse d'une page par atelier. Cet objectif est ambitieux, il ne pourra pas être atteint, je pense, si on n'est pas en situation de se sustenter. Et donc, je confirme qu'un repas sera servi sur place dans les ateliers. D'ici 15 heures, ce travail avec donc la pause méridienne, ce travail donc de préparation devra être achevé. Je rappelle que chaque atelier a son président qui anime les débats et distribue la parole, plus un rapporteur et des rédacteurs qui assurent le lien avec le webinaire et qui assurent aussi, bien sûr, la préparation du document de synthèse. À partir de 15 heures, ce travail de synthèse en atelier prend sa forme définitive. On a 1 heure pour rédiger le document de synthèse par atelier, donc 1 page, chaque atelier aura à peu près 1 page. Il y aura une courte pause pour nous permettre tous de regagner la salle AP à partir de 16h30. À 16h30, restitution générale pour les 4 ateliers ici, sous réserve évidemment du nombre de places, mais il sera possible de pouvoir le suivre également depuis les ateliers pour ceux qui ne pourront pas rejoindre la salle AP. 1 heure donc de restitution et de débat, une nouvelle pause. À partir de 17h45, les accès pour des raisons de sécurité seront fermés. Et à 18h15 en principe, les ministres arriveront pour une séance donc de restitution des travaux et les discours officiels de clôture. Je précise que une séquence de questions-réponses avec la salle est prévue avant que l'exercice ne se termine, du moins pour les ministres et pour le président du Conseil territorial de Guyane, avec une séquence micro-tendue avec les journalistes. Le déroulement de ces opérations, comme je le disais, est dans vos dossiers et dans chaque atelier. Les documents qui ont été tout à l'heure évoqués seront naturellement à la disposition des animateurs de chaque cellule de travail. Merci. Mesdames et messieurs, bons travaux à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.